Surprise, Célestin Djamène confirme. Biya et Ang, écoute ça. Bon. L'argument sur son incapacité à gouverner, notamment sur les aspects physiques, comment dirais-je, qui serait physiquement incapable, est balayé d'un revers de main. Je rappelle qu'il y a plus de 20 ans, on lui donnait déjà pour mort. J'étais encore en France, je résidais encore à Paris. Quand on l'a annoncé mort, il est arrivé à l'aéroport de Simalène pour dire que il semblerait qu'il y a des gens qui s'intéressent à mes obsèques. Je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, il est encore là. Et puis, il faut laisser les gens commenter l'histoire. Et il y a des gens qui font l'histoire. Parler depuis quelque temps maintenant de la vacance du pouvoir, de son inéligibilité. Je pense au bâtonnier Akeremouna qui a introduit récemment une requête au tribunal pour faire croire aux gens que le président serait inéligible. Alors même que le principe du Conseil constitutionnel, c'est le respect des dogmes. C'est comme un dogme, comme disait quelqu'un il y a quelques années, en 2004. Voilà. Et donc, je suis quand même assez surpris que le bâtonnier que je respecte puisse entrer au Conseil constitutionnel, qui est une maison de droit, avec des arguments subjectifs et des arguments de non-droit, dont le président, la preuve en est faite encore une fois de plus aujourd'hui, qui n'est pas invalide, qu'il reçoit des invités de marque, qu'il échange avec eux de manière tout à fait argumentée et lucide, qui n'est pas tout ce qu'on présente contre lui. Moi, j'ai combattu le président Paul Biya, vous le savez, je ne m'en cache pas. Mais je pense que la particularité d'un homme politique, c'est aussi d'être, comment dirais-je, réaliste et pragmatique dans l'évolution de la politique. Évidemment, quand on parle du président Paul Biya, il faut aussi le comparer à d'autres acteurs politiques et en dégager les préjugés favorables et défavorables. Donc, je voulais dire que sur le plan diplomatique, notamment sur le plan panafricain, même s'il n'est pas un panafricaniste exubérant et intolérant, le président Paul Biya a posé des actes forts et clairs. Aujourd'hui, il reçoit l'ambassadeur. Ce qu'on peut retirer, c'est que contrairement aux colibets et aux railleries qui ont été proférées contre lui, il est bien debout. Il n'a pas de lunettes, il marche et il tient debout. Ça, c'est l'aspect anecdotique. Maintenant, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'aspect politique qui a conforté ma motivation pour soutenir le candidat et pas le parti qu'il a investi. Rien que pour ça, évidemment, je pense que pendant cette élection 2025, c'est le candidat le plus capé en termes de gestion de ce tournant historique pour l'Afrique pour les 7 prochaines années, qui doit être investi au mois de novembre comme président de la République. C'est ma position. On peut la critiquer, c'est normal. D'accord. Mais c'est ma position. Je sais où je vais. Je ne suis pas là pour un poste ministériel. Évidemment, même si c'était le cas d'ailleurs, qu'est-ce qui serait anti-républicain dans l'acceptation d'un poste ministériel? Je prends le cas de M. Kodon, qui était candidat en 92, qui faisait partie de la majorité de l'opposition. Oui. Qui est entre le gouvernement, qui a accepté. Monsieur Ogbelen, qui était candidat face à Paul Biya en 1997, qui a accepté. Monsieur Kanto, qui était vice-doyen en Gandéré, qui a accepté de rentrer dans le gouvernement. Mais il n'a jamais été opposant avant d'entrer au gouvernement. Il était avec Frondi, directeur de campagne en 1992. Oui, directeur de campagne, ne veut pas dire que... Il a été, monsieur Kanto par exemple, il a été, si on parle de conviction, il a été SDF. Oui. Il a été RDPC. Je rappelle qu'il a battu campagne en 2004 pour le candidat du RDPC. Effectivement. À Bouba, il était MRC. C'est un transhumant politique. On a des preuves, on a des images. Alors quand c'est Djamène a fait le MRC, les yeux, Djamène c'est le scandale. Et pourquoi moi? Monsieur Ben Mouna, All Anglophone Conference, SDF AFP, Monsieur Frouni, All Anglophone Conference, RDPC, SDF, Madame Kawala, All Anglophone Conference, SDF, CPP, Monsieur Kindi, RDPC, MP, RDPC. Mais c'est jamais qu'on voit. C'est extraordinaire. C'est à croire que j'attire les voyous et les délinquants qui disent tout et n'importe quoi. Il y a de nombreux hommes politiques au Cameroun qui ont fait de la transhumance. Qu'est-ce qui justifie cette fixation sur votre... Je ne sais pas, posez-leur la question. Ils ont une haine infondée et irrationnelle. Vous avez trahi le MRC. Mais pour trahir, il faut un... Que vous n'avez pas de conviction politique. Mon cher, vous êtes à la recherche de votre intérêt, que c'est parce que vous n'avez pas pu être député en 2020, comme Maurice Kamto a décidé que le MRC ne va pas aux législatives et aux municipales. Vous me donnez l'occasion de rappeler l'égocentrisme de M. Maurice Kamto. Il n'était pas candidat en 2020, mais il a choisi de boycotter. Alors que le MRC, à cette année-là, avait le vent en poupe.
Nous sortions de prison il y avait 3 semaines. Nous avions le vent en poupe. Ce qui est sûr, c'est que nous prenions au moins Douala, le Vouri. À 4 sur 5, on prenait Douala. Vous aviez votre ticket direct pour l'Assemblée nationale, pour être député. Pas seulement moi, il y avait Michel Doki, il y avait Oko Apollinaire dans la vallée d'une Thème, il y avait même Sam Sévérin-Ango, qui était parti pour être élu. Nous avions à ce moment-là de vraies chances d'élection. Ce monsieur, non seulement a boycotté, mais il l'a fait de la manière la plus cabreuse, c'est-à-dire le jour de la clôture des listes, à 13h32. À 13h32, quand toutes les cautions avaient été payées. Je rappelle que moi, tête de liste MRC au municipal à Douala 5e, j'ai été élu à Oja, pas loin d'ici, tête de liste Douala 5e, en battant M. Daniel Oumissi, 2 voix, M. Albert Zongan, 6 voix, et moi, 28 voix au directoire. J'ai été élu. Et je rappelle que Douala 5e, au sein du MRC, était la seule circonscription à avoir effectué des primaires. Autrement dit, les autres, on leur a donné, entre guillemets, mais moi, j'ai conquis ma place. Non seulement au niveau du directoire du parti. Directoire de haute lutte. Beaucoup ne le savent pas. Moi, je leur dis aujourd'hui. J'ai été élu avec une primaire, grâce à une primaire au sein du MRC. Je suis arrivé. Donc vous avez battu Albert Zongan en primaire. Bien entendu. Pour être Madame Thierry Noir, qui est encore vivante, a les archives, je suppose, elle peut en témoigner. Voilà la vérité. Donc on n'arrête pas de raconter tout n'importe quoi. Parce qu'on a la haine de M. N'Djamène. Qu'on a la haine, je ne suis pas concerné par ça. Je suis ma route, je suis mon destin, et je suis fier du choix porté sur le candidat Paul Biya. Le choix des législatives, de boycotter les législatives. Alors justement. En 2018, est-ce que vous aviez été consulté, vous qui étiez membre du directoire du parti? Justement. Est-ce que ça a été une décision unanime? Et comment est-ce que vous l'avez... Non, c'est une décision unilatérale. Le 24 décembre 2019, M. Kamto convoque un conseil national. Bien sûr, les membres du directoire, mais élargi aux responsables communaux, départementaux et régionaux, à Oja, pas loin d'ici. Et convoque ce conseil national à 11h, non pas pour débattre de sa décision, pour informer, le mot est clair, pour informer les membres du directoire, je crois que Maître Sim est vivant, de la décision unilatérale, pas unanime. Je dis bien, il y a une différence. Unanimement, ça veut dire que vous vous êtes assis, vous avez décidé. Et découvre que l'unilatéral, c'est qu'il a choisi tout seul. Et vous a imposé sa décision. Tout seul, nous l'a imposé, et il a exécuté le jour de la clôture de la liste. Quelle bassesse, quelle malhonnêteté, je le dis encore une fois. Qui vous dit que si M. Kamto m'avait informé de cette décision, peut-être quelques semaines à l'avance, je l'aurais peut-être défendu, le boycott, j'aurais peut-être défendu. S'il avait été honnête, de me dire, voilà Célestin, j'ai l'intention de mettre en place le boycott. J'aurais peut-être défendu cette figure. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est sa manière de procéder. Nous étions ses premiers lieutenants, ses plus proches lieutenants. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je n'en sais rien. Toujours a-t-il dit qu'aujourd'hui, au Cameroun, j'ai pris cette décision en 2020, le 14 décembre, de quitter le MRC. Pas parce que j'étais en rupture avec l'idéologie du parti, attention, parce que les institutions, c'est bien, les statuts, c'est bien. Mais l'homme qui les incarne, il doit être exemplaire. Il a menti, il a vendu, il a trahi un parti politique. Est-ce qu'il vous a donné les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision? La raison qu'il a donnée, c'est que le code électoral, il découvre le code est mauvais. Le code qu'il a conduit sa candidature dans le Foundi, en 2013, il a été battu, d'ailleurs. Le code qu'il a porté pendant l'élection présidentielle de 2018, il a été battu. Et puis il parle du Nozo. Ah, il découvre subitement la guerre du Nozo. C'est extraordinaire. Hein? La guerre du Nozo démarre en 2017, en 2025, il y a toujours. Et puis il découvre tiens, je me suis réveillé à le tonnerre, je sors de mon rêve, il y a la guerre du Nozo. Voilà les arguments qu'il a. Et même pire encore. Est-ce que les deux conditions qu'il a posées ont été satisfaites? La réponse est non, puisque le régime est toujours le même, il y a toujours le même code électoral. Et pour donner il y a toujours un peu de velléité dans le Nozo. Il est tellement incohérent qu'il a dit en 2019, ici à Oja, pas loin d'ici en tout cas, aux femmes MRC, que la politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part au monde. 3 semaines après, il dit on n'ira jamais aux élections parce que l'incohérence est absolue. Et il répète, il ajoute,
je suis conscient que la décision que je prends maintenant m'empêchera d'être candidat en 2025. Et en 2025, il me dit, ah, mandat impératif, tiens, trouvaille. Je trouve le mandat impératif pour brouiller les cartes. Vous avez derrière lui des espèces de fanatiques que j'appelle talibans, qui applaudissent à tout. Ah, je boycotte, on applaudit. Je boycotte pas, on applaudit. Mais il s'est cru tout beau. Il a fini où, au Manidem? Aujourd'hui, quelle est la situation? Il n'est ni au Manidem, ni au MRC. Et je dis, bravo à M. Mamadou Mouta, que j'aime bien, parce que c'est un président modéré et dans la vraie objectivité démocratique. Et que j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il peut vraiment tenir les rênes du Je n'en sais rien, mais même s'il est intérimaire, est-ce qu'on ne décide pas derrière et on le dit j'apprécie beaucoup. D'accord. Voilà, alors, vous parliez de l'élection présidentielle tout à l'heure, la candidature du professeur Maurice Kamto qui a été rejetée pour des motifs qui sont bien connus. Vous aussi, vous étiez en lice. Oui. Pour candidater à cette élection présidentielle. Peut-être que si votre candidature avait été acceptée, vous ne serez jamais avec le candidat, vous ne serez jamais soutien du candidat Paul Biya aujourd'hui. Et les raisons qui ont poussé au motif du rejet de votre candidature ont intrigué l'opinion publique nationale et internationale. Je vais citer les 4 raisons évoquées par Elecam qui ont conduit au rejet de votre candidature. Absence des 30 millions pour la caution, absence de la liste des 300 signatures, absence de la déclaration sur l'honneur et le motif qui a le plus intéressé l'opinion, absence de l'attestation d'inscription sur une liste électorale. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non. Vous qui aviez le rêve de diriger le Cameroun, comment comprendre qu'un président national de parti politique comme vous ne soit même pas inscrit sur une liste électorale? Parce que l'absence d'attestation prouve que vous n'avez même pas le droit de voter. Vous ne pouvez pas voter. Alors, je suis inscrit depuis avril 2012 sur la liste électorale. J'ai ma carte d'électeur que j'ai présentée à la dame qui m'a recueilli à l'immeuble Rose. Ils ont un registre où ils cochent les pièces reçues. Et à la fin, ils vous remettent un exemplaire. Tous les candidats qui m'écoutent savent qu'ils ont reçu un exemplaire des dossiers versés. Je suis assez estomaqué que quand je regarde les réseaux sociaux, je vois que parmi les motifs de rejet, ils ont mis absence d'attestation d'inscription et de carte électorale. Mais c'est complètement hallucinant. Ou Elecam, qui est une institution que je respecte, a en son sein, du moins ce jour-là, des personnes complètement dévertébrés et complètement à l'ouest, qui ont fait du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas enregistrer des documents et prétendre dans des motifs de rejet que je n'ai pas versé ce document, puisqu'ils m'ont remis un exemplaire du PV. Il y a un PV. S'il y a 11 documents, vous en versez 8, on vous remet ce PV. Ils ont bien coché. J'embraye sur la lettre de déclaration, sur l'honneur. Ils l'ont coché. Je les ai remis, je l'ai remis. Et pourquoi disent-ils dans le motif que je n'ai pas de lettre de déclaration sur l'honneur? Mais c'est du n'importe quoi. Vous pensez qu'elle est comme un menti? Mais complètement. Vous pensez que attendez dans une posture officielle, comme celle d'une élection présidentielle, une institution crédible comme Elecam peut s'hasarder à donner des motifs qui ne sont pas fondés? Je ne sais pas, je ne pense pas, je constate qu'ils ont eux-mêmes enregistré ma déclaration sur l'honneur et ma carte d'électeur, mais ils prétendent que je ne les ai pas. Vous avez quand même versé les 30 millions? Alors, maintenant sur les 2 autres motifs, concernant la déclaration des 300 parrainages et les 30 millions. Alors, je rappelle que j'avais 309 signatures. Le problème, c'est quoi? 309? Oui, ils ont... Vous avez fait comment pour obtenir ces signatures? Lorsqu'on connaît un peu la nomenclature qui constitue ces signatures. Vous savez, je suis un... Vous avez eu les conseillers municipaux? Vous avez eu les chefs traditionnels? Il y a les chefs traditionnels? Oui, bien sûr. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut reporter ça dans un formulaire ad hoc, qui est prévu de manière... qui est dans la nomenclature, qui est remis par Elecam, que j'ai reçu très tardivement. Il fallait donc les légaliser, non seulement légaliser, mais les consigner dans ce formulaire. Je peux comprendre qu'ils étaient extrêmement, comment dirais-je, rigoureux dans la méthode, je peux le concevoir, donc ça, je peux l'accepter. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé au Conseil constitutionnel. Deuxièmement, le virement, la caution, il y a 2 modes. Il y a le versement en espèces ou alors le virement.
Moi, j'ai mon compte à la SCB. Je rappelle qu'il y a des gens qui ont déposé des chèques à blanc. Oui, bon. Il y a des gens qui ont déposé pas moi. des chèques. Bon. C'est vrai que pas du tout. Moi, je suis à la SCB et donc un virement était prévu pour être remis parce qu'il faut un récépissé versé à la fois au Conseil et à Elecam, évidemment. D'abord à Elecam avant d'aller au Conseil. Il y a eu, je ne sais pas comment c'est venu, un déclic, pas un déclic, mais un couac au niveau des virements. Il y a eu un bug informatique. C'est passé. Bon, en tout cas, le 21 juillet, je me rends compte qu'effectivement, il constate qu'il n'y a pas de récépissé. Et vous n'avez pas porté plainte à la banque? Ça servira à quoi puisqu'il fallait valider mon J'espère que ce n'est pas une mauvaise publicité publicité que vous êtes en train de faire à la SCB. Je peux porter plainte, mais en termes de recours préélectoral, ça ne devait pas porter de toute façon. Mais au moins, ça vous aurait quand même permis mais de rétablir votre honneur. Je suis d'accord avec vous. De savoir que vous aviez effectivement les 30 millions et qu'il y a eu un bug informatique dans le virement. Bon, on n'est pas obligé de croire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont railler là-dessus. C'est leur problème. Qui peut accepter qu'une banque ait fait une erreur ou vous ait donné des raisons qu'il y a eu un bug informatique et que c'est la raison pour laquelle vous avez estompé votre rêve de devenir président de la République? Oui, mais ça peut arriver. Et vous avez accepté ça comme ça, pas de voie de recours, rien du tout, sans porter plainte? À qui? À la banque? À la banque, ça servira à quoi? Est-ce que ce n'est pas une raison juste pour Non, mais ça servira à quoi la banque? Parce que moi, je suis un homme politique. Moi, je veux être validé. Le recours qui serait le plus judicieux, ce serait au Conseil constitutionnel. Voilà. Ils vont constater que, bien sûr, dans la case versement de récépissé, il n'y a rien, il y a zéro. Donc, ça ne peut pas prospérer. Et, soit dit en passant, au passage, vous devriez verser des émoluments aux avocats pour rien du tout. Mais la banque vous aurait au moins fait... non, ça ne marche pas comme ça. Quelque chose qui vous aurait permis de présenter à la Cour, au Conseil constitutionnel que vous aviez effectivement les 30 millions. Deux récépissés de caution. Une retenue par Elecam et l'autre envoyée au Conseil constitutionnel. Oui. Il n'y avait ni l'un ni l'autre. Donc, effectivement, ils ont pris acte qu'il n'y avait pas ça le 21 juillet. Vous étiez déjà conscient que votre candidature allait être rejetée? Non, c'est pas ça. Mais je n'étais pas conscient, puisque c'est quoi que je ne pouvais pas le deviner. Évidemment. Mais est-ce que ce n'était pas une stratégie de votre part, parce que vous saviez pertinemment que vous alliez rejoindre le G20 plus tard? Et que si vous étiez retenu candidat, ça vous aurait permis de ne pas rejoindre le G20? Je vais vous confier une anecdote. En 2023, je suis contacté par mon ami, le ministre Jean-Louis Momo, avec qui on échange sur le G20. En filigrane, il m'invite, il me demande si je ne trouverais pas judicieux d'adhérer au G20. On discute, comme on a souvent discuté sur plein de sujets, parce qu'on est animés depuis très longtemps. On était à Kinshasa ensemble, on a fait des 400 coups. Je l'ai dit, pour l'instant, je m'occupe à déployer mon parti sur le terrain. Donc je n'ai pas le temps pour le G20. 2 ans après. Après, maintenant, c'est le porte-parole du G20, dont je ne vais pas donner le nom ici, mais qui est là, qui est bien connu, qui me demande ce que j'en pense. Bon, après 2 ans de réflexion, j'ai dit, il faut qu'on se rencontre, qu'il me briefe sur les modalités d'adhésion au G20. Parce que j'ai derrière moi des militants, j'ai un comité exécutif à qui je dois rendre compte. Voilà, j'ai ici mon secrétaire national à l'organisation qui peut en témoigner. Je lui en ai parlé avant. Eh bien, on s'est rencontrés à Yaoundé le jeudi, et puisque le point de presse s'est déroulé le vendredi, et on en a parlé, il m'a rassuré sur certains éléments, et donc le vendredi à 10h, on a commencé le point de presse. On a fait une déclaration commune, version anglaise, version française. M. Bapolipo est présent, il est vivant, il peut en témoigner, et c'est parti comme ça. Donc voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je veux préciser aux yeux des téléspectateurs qu'il ne faut pas faire de confusion. Parce qu'il y a des gens qui volontairement veulent créer la confusion entre le RDPC et le soutien au président, au candidat Paul Biya. Ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais signé d'accord avec le RDPC. Jamais. Et si le RDPC vous en proposait? Je dirais non, parce qu'en vérité, eux, ils sont fondés sur le libéralisme communautaire. Moi, je suis un progressiste socialiste. Mais sur le casting que j'ai devant moi, c'est-à-dire 12 candidats, j'ai choisi le plus crédible. Je le répète à qui veut l'entendre, c'est M. Paul Biya en 2025. Je n'en retirerai pas une virgule. Qu'on remue ciel et terre, je maintiens que le candidat le plus crédible maintenant,
pour les 7 années qui viennent, c'est M. Paul Biya. Alors, vous dites que vous êtes venu à Yaoundé la veille de la tenue de votre conférence de presse, c'est-à-dire jeudi, puisque vous avez tenu votre point de presse vendredi. Vous avez discuté avec votre ami, le ministre Jean de Dieu Momo. Et le porte-parole. Et le porte-parole du G20. Vous avez, vous êtes entendu, et le lendemain, vous avez fait l'annonce. Tout à fait. Cela voudrait dire qu'à la base, vous n'avez pas consulté votre parti. Vous non. Pas, ou alors vous avez parlé au téléphone, vous leur avez dit désormais... Avant le briefing, bon, ça c'est des considérations internes du palais. Avant le briefing, j'ai informé mes militants, en tout cas ceux du comité national, qui ont émis un avis favorable. Voilà. Président, on n'est pas contre ça. Au contraire, je crois que c'est même une bonne chose pour notre parti. C'est sur la foi de ces éléments-là. Mon secrétaire général a donné son avis, mes secrétaires ont donné leur avis, M. Niamsi, secrétaire à la communication, M. Giscard, secrétaire à l'organisation, on a convergé. Et donc le lendemain, c'est naturellement et en toute conscience tranquille que j'ai participé au point de presse. Mais combien de militants actuellement comptent à part sur le plan national, selon votre dernier fichier? Ce que je peux vous dire, aucun président de parti au Cameroun ne connaît exactement le nombre de militants. Et c'est tout à fait normal. Comment ça? Oui, parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des organes qui vous permettent de savoir que dans le département de la MIFI, j'ai tel nombre de militants, des informations qui peuvent vous remonter pour connaître exactement le nombre de militants que vous avez à travers le triangle national. Il faut dire que le militant, c'est celui qui paye ses cotisations chaque année. Bien sûr. Oui, bon, maintenant, ça c'est encore plus simple. Quand un militant n'est plus mobilisé parce que ça fait 2-3 ans qu'il ne paye pas ses cotisations, devient-il sympathisant ou militant? Ce qui importe, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce qui compte pour un homme politique qui est candidat à certaines élections, qu'elles soient locales ou présidentielles, c'est le suffrage. Ceux qui votent pour Biya, on l'a dit en début d'émission, ils ne sont pas tous des militants du RDPC, beaucoup. Moi, par exemple, je ne suis pas RDPC, mais je voterai pour le Biya, par exemple. Donc ce qui compte pour un homme politique, son fonds de commerce, c'est l'électeur. Ce n'est pas le nombre de militants imaginaires ou réels, c'est le nombre de sympathisants. Il faut que les gens comprennent ça. On peut avoir, d'ailleurs même dans les partis politiques, le plus grand soutien des partis politiques, ce n'est pas les militants encartés. Ce sont les sympathisants. Ce sont les sympathisants. Et c'est eux qui apportent... Bien entendu, évidemment. Si vous n'avez même pas... On a même des anciens ministres qui sont sympathisants. Si vous n'arrivez même pas à déterminer exactement le nombre de militants que vous avez dans votre non, c'est pas qu'on n'arrive pas. Politique, c'est que ce n'est pas... Comment est-ce que vous allez déterminer le nombre de sympathisants que vous avez? Président Parce que là, c'est encore plus complexe. Non, pas du tout. Aucun président... De vos militants, de vos sympathisants et de tous les Camerounais pour les convaincre de vous suivre dans votre choix. Peut-être qu'au sein de votre formation politique, ça a été fait. Vous les avez déjà convaincus. Maintenant, quel est le type de discours que vous allez tenir devant les populations pour les convaincre de voter le président, le candidat Paul Biya? Quels sont les arguments, quelles sont les réalisations, quelle est la perception que vous avez de la personne et de la personnalité, des garanties que vous allez leur présenter pour voter le candidat que vous avez choisi pour l'élection présidentielle? Eh bien, je le dirais que pour nous, patriotes, parce que je répète, à part veut dire Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. La notion de patrie est très importante. Et la notion de patrie est inhérente à la souveraineté nationale. Alors, Célestin Djamène, vous avez pris une balle. Plusieurs balles. Plusieurs balles, si vous le dites. Vous avez fait de la prison parce que vous combattiez Paul Biya. Aujourd'hui, vous dites le soutenir. Soutenir sa vision, soutenir sa posture panafricaniste. Est-ce à dire que ce combat n'avait aucun sens? Non, non, le combat est entré dans l'histoire. Le 26 janvier 2019, Célestin Djamène est entré dans l'histoire. Est-ce que je peux vous rappeler, M. Bonobujan, qu'une marche pacifique blanche a été lancée le 25 décembre 2018 par Bibou Nissak sous la houlette de M. Maurice Kamto. Ça a duré 1 mois, cette campagne de marche blanche. Et tous les membres du directoire avaient juré qu'ils devaient tous marcher le 26 janvier 2019. Eh bien, le jour J, je me suis levé à 5 h du matin. J'ai contourné les escouades de policiers à Douala, pour ceux qui connaissent la ville de Douala, à Makepe, pour arriver au lieu du rendez-vous pour la marche. Nous étions la veille près de 240 militants du MRC
à préparer cette manifestation. 240. Et c'est moi, par acquis de conscience, qui ai demandé, mais où se trouve la banderole? Vous voulez manifester sur quoi? Sur quels éléments? Regardez bien la banderole du 26 janvier 2019. Il y a des fautes de français. Parce que ça a été fait à 2 h du matin, dans la précipitation. Mais c'est moi qui ai demandé qu'on fasse au moins une banderole pour marcher. On était 240 à Makepe. J'ai une dame qui était couturière. Elle se reconnaîtra. Elle nous regarde en ce moment, je l'espère. Eh bien, je suis arrivé le lendemain, jour du rendez-vous pour marcher, il y avait 7 personnes. 7 militants. Je ne parle pas des Camerounais lambda, 7 militants. Pour la grande mobilisation qui était Oui, annoncée. sur les 240 qu'il y avait la veille, il n'y avait que 7 personnes qui restaient. Néanmoins, en tant que responsable, j'ai pris mon téléphone. Politique du parti dans le Vouri. Oui, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé les différents camarades. J'ai pu regrouper 22. Sur les 240. Ça vous donne une idée de la lâcheté et de la mentalité de ceux qui bavardent aujourd'hui sur Internet. Donc on est arrivé, on est monté vers Carrefour Fin-Gaudron-Basson et les Benskinners se sont engouffrés dans la marge. J'ai entonné l'hymne national, on l'a chanté. Et un commissaire qui était placé à l'hôtel Makepe Palace a eu des échos comme quoi il y avait une marche qui s'ébranlait à Fin-Gaudron-Basson. Il est venu stopper la marche avec sa voiture. J'ai dit non, on continue parce qu'on a déclaré cette manifestation et que nous sommes actuellement sous le régime de la déclaration et non sous le régime de l'autorisation. Et comme ils voyaient notre détermination, j'étais devant. Si vous regardez les vidéos, j'étais devant. Et donc je n'entendais pas abdiquer. J'ai demandé qu'on continue de chanter l'hymne national, et on a continué. Il a donc fait un retrait tactique pour appeler du renfort. Le renfort est venu avec des gens cagoulés, armés jusqu'au nord, et c'est là qu'ils nous ont définitivement stoppés. Ils ont commencé à dégoupiller des grenades lacrymogènes, là ça devenait insupportable. À un moment donné, malgré notre résistance, malgré les grenades lacrymogènes, ils ont continué à nous sommer de partir. J'ai dit non, on ne parle pas. C'est alors qu'ils ont commencé à tirer. Des vraies balles. Réelles? Oui, des balles réelles, en l'air. En l'air. En l'air, oui, en l'air. Et puis là, on a commencé à avoir peur. Et puis, toutes les dames qui venaient avec leurs enfants sont entrées dans les quartiers. Et puis, chacun a pris sa route. Voilà ce qui s'est passé. Et à quel moment vous avez pris des balles? Parce que je n'habitais pas loin de là. Et quand je suis revenu au carrefour Petit Pays, qui est un carrefour que certains habitants connaissent à là, il y a des bancs publics qui sont en béton. Je me suis assis pour échanger avec les Camerounais, avec d'autres manifestants. Eh bien, dans leur esprit, il fallait patrouiller le coin pour savoir s'il y avait encore des poches de résistance. Ils sont venus. J'étais assis et comme vous et moi, on discutait et il y a une première fourgonnette de police qui est venue débarquer des policiers. Première fourgonnette. La fourgonnette repart vide. Elle revient 10 minutes après avec encore au moins une dizaine de policiers, ce qui faisait en général, en gros, 10 et 20 policiers, dont 2 femmes. Et du coup, ils foncent vers moi. J'étais avec d'autres militants à MAC, ils sont foncés vers moi. Maître Doké était avec vous? Non, elle n'était pas là. J'y arrive, justement, j'y arrive en quelques secondes. Il me lance entre les jambes une grenade. Donc, par peur, j'ai transversé, j'ai sauté le banc public qui était devant moi, j'ai foncé vers le domicile de Petit Pays, mais j'ignorais que la voie était sans issue. Alors que l'escouade de police m'encercle, il était une vingtaine, et mes amis politiques ont fui. Ils ont fui. Et vous ont laissé seul? Seul. Ils ont fui. Autour de l'escouade de police? Voilà, c'est comme ça qu'ils ont commencé à me poser des questions, à m'intimider. Le commissaire qui me tutoyait, j'ai dit au policier d'arrêter de me tutoyer parce que je n'étais pas son ami et que je ne marchais plus puisque la marche a été dissoute à 8h45. Il est 9h03. J'étais assis en train de discuter avec mes amis politiques. Il n'était pas donc question que la marche continue. On avait eu la dispersion qu'ils voulaient. Donc, de quel droit vient-il encore m'encercler maintenant? Et c'est là qu'ils m'ont raclé, je suis tombé par terre, ils m'ont mis des rangers sur la nuque, je ne respirais plus. Et j'entends pendant cette période un peu douloureuse, ils m'ont dit, mettez-lui une balle dans la tête. J'ai fait, je ne vous cache pas, ma dernière prière. Je l'ai fait. Et puis, il y a eu un silence assourdissant qui a duré au moins 50 secondes. Et puis, j'ai reçu une décharge dans la cuisse gauche. Une décharge? Une décharge.
Une décharge. Une décharge de quoi? C'est des ogives dans une balle, des balles, non pas en plomb, c'est des ogives. Des balles blanches? Des balles en billes, c'est des billes. Mais si on vous la met dans la poitrine, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Elle vous transperce la poitrine. De la même manière qu'elle a transpercé ma cuisse, si on la mettait droit dans ma poitrine, c'est terminé pour moi. Donc j'ai dit merci à Dieu pour, comment dirais-je, la grâce qu'il m'a accordée d'échapper à la mort ce jour-là. Mais les militants du MRC ont fui ce jour-là. Mais c'est les mêmes qui viennent m'insulter sur Facebook. Et vous ont laissé tout seul, face à votre destin. Ils sont partis. Non, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je reste... Mais sur les images qui ont circulé, on a eu l'impression que vous étiez au même endroit avec Maître, pas du tout. Maître Michel Vous verrez que... Non, elle est venue le lendemain, le 27, à l'hôpital général, me rendre visite avec Albert Zonga. On lui a demandé de sortir de la voiture. Elle n'a pas obtempéré. Et alors qu'elle est sortie de force, elle traversait la rue vers Malanguet, qui est un quartier qui est adjacent à l'hôtel, à l'hôpital général, et tout d'un coup, les militaires, les policiers lui ont tiré dessus, et ça lui a ouvert la jambe. Mais ce n'est pas dans le cadre de la marche. Ni M. Camto n'a marché, ni M. Penay Coca, ni M. Paul-Éric Nguyen, ni M. Valsero, ni M. Fouguet, ni personne n'a marché. Même pas Albert Zonga? Personne. Vous étiez le précurseur seul et le leader de la marche. Le leader est le seul membre du directoire à avoir marché ce jour-là. Pourquoi eux, ils n'ont pas marché? Mais parce que peut-être ils sont des gens un peu lâches. Quand on lance une marche, les leaders se mettent devant. Je me considérais comme un leader. J'avais le devoir moral dit après, de montrer le bon exemple. Est-ce que vous leur avez rappelé? Est-ce que vous leur avez dit ce que vous pensiez? Bien entendu, je dis que... Et leur poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas rejoint? Ils n'avaient pas de raison de réponse fiable, puisque par définition, quand vous lancez une marche, le lancement a duré 1 mois. Les marches blanches, Bibou Nissak a fait des vidéos sur ça, dont la moindre des choses, c'est que les auteurs de cette marche pacifique devraient au moins être sur le terrain. Et c'est quand ils voient mes images tourner en boucle sur Facebook que M. Penay Coca et M. Camto viennent à Douala, et pas autrement. Mais il faut que l'histoire retienne, que les gens retiennent que moi, je suis le seul membre de ce directoire à avoir marché. Donc j'aurais pu passer ce jour-là. J'aurais pu passer ce jour-là. Et Dieu merci. Donc c'est pour vous dire que, honnêtement, mes états de service, je les ai. Je reste un opposant convaincu. Mais aujourd'hui... Pourtant, après cette lâcheté, vous avez continué à suivre le professeur Maurice Kamto. Vous êtes resté dans le... En 2019, j'ai été kidnappé. Vous revendiquiez la victoire du MRC. Non. Oui, pendant la marche, évidemment, parce qu'on était dans une posture d'ambiance généralisée. Est-ce que vous avez vraiment gagné ces élections? Est-ce que les données que vous avez eues vous ont permis d'organiser ces marches avec conviction, disant qu'on vous a effectivement volé une victoire qui vous revenait de droit? Nous avions, il faut dire, c'était juste du saupoudrage politique. Il faut être sincère. Les 32 PV qu'on a fait valoir étaient virtuels. Ils n'étaient pas réels. Ils n'ont pas existé. Ils n'ont jamais existé? Oui, parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, j'espère qu'il nous regarde, monsieur Émile Sombin, qui est toujours membre du Conseil constitutionnel, après la brillante plaidoirie de Madame Michel Doki, mercantiliste. Il y a longtemps que je vois adhérer au RDPC. Je rappelle qu'en 2011, quand je rentre au pays, l'entourage immédiat du chef de l'État m'a approché pour échanger. Je peux le confirmer. Voilà, vous pouvez le confirmer. Et j'ai refusé beaucoup d'avantages, par conviction justement. J'ai aujourd'hui, par exemple, une dizaine d'immeubles d'environ 200 millions chacun. J'ai refusé par conviction. J'ai refusé par conviction. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail. Mais ceux qui Parce que si vous entrez au gouvernement, vous allez puiser dans les caisses pour construire les immeubles de 200 millions. Non, justement. Ça veut dire que si demain vous êtes dans le gouvernement, vous allez puiser pour construire les immeubles. Exactement le contraire. Si j'étais vénal et mercantiliste, j'aurais accepté cette offre-là depuis très longtemps. Bon, c'était pas le chef de l'État, mais c'était les gens qui étaient apparentés à lui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi, je n'ai pas un paradigme, une approche de la politique dans la vénalité, une approche mercantiliste. J'estime que la patrie n'a pas de prix. Beaucoup sont morts pour la patrie. Ils avaient des familles qu'ils adoraient parce qu'ils ont l'amour de la patrie. Imaginez Oumniobé, sans armes, qui se laisse bombarder la poitrine par des tirailleurs qui venaient du Tchad, parce qu'ils revendiquaient le rassemblement des populations camerounaises.
Il voulait l'unité et l'indépendance réelle du Cameroun. Il n'a pas obtenu, il en est mort. C'était le cas de M. Moumier, empoisonné à Genève, le cas de M. Wandier, fusillé à Bafoussam le 15 janvier 1971. Donc, je suis dans cette lignée-là. On ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent sur vous. Je ne peux pas leur en empêcher. Ce qui est sûr, c'est que moi, je sais qui je suis. M. Paul Biya était patriote. Nous avions depuis des décennies cette chape de plomb de la France. La France en imposée par ses multinationales, par ses exploitations abusives de nos ressources naturelles. Il a fallu qu'on mette fin à cela. En 2009, c'est un élément déterminant. Nos ressources naturelles ne seront plus exploitées de manière systématique par la France, même de manière indirecte, peu importe. Je dirais que le 6 avril 2021, le président Paul Biya, candidat à sa propre succession, crée la Sonamine. La Sonamine qui a pour vocation à exploiter, à transformer et à commercialiser de l'or, du diamant, des minéraux camerounais. Avant, c'est la France qui le faisait. Maintenant, il y a un problème de gouvernance, je suis d'accord, il faut faire un débat là-dessus. Mais sur le principe, la France n'a plus droit au sous-sol camerounais. C'est exceptionnel. Il y a même des locaux qui sont et mieux encore, engagés Bruno, dans ce marché de transformation des aujourd'hui, minerais. la France, ni De Gaulle, ni Pompidou, ni Mitterrand, ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande n'ont jamais reconnu qu'il y a eu un génocide au Cameroun. La reconnaissance entraîne réparation. Monsieur Macron, grâce à la commission mixte franco-camerounaise mise sur pied, est arrivé à la conclusion qu'il y a eu bel et bien génocide au Cameroun, notamment en Pays-Bas sémaniquais, et donc il faut réparation. Monsieur Paul Biya l'a obtenu. C'est le deuxième président africain d'Afrique subsaharienne, le seul, en dehors de l'Algérie, qui l'a obtenu. Pour moi, c'est extraordinaire. Maintenant, je suis sûr que si on l'entoure bien, pendant ces 7 prochaines années, on va le convaincre d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que demander l'abolition du franc CFA qui est une monnaie coloniale aujourd'hui. Donc je crois que ces éléments fondamentaux de la souveraineté nationale, parce qu'on est un parti patriotique, nous tiennent à cœur. Ça nous suffit à appeler à voter pour Biya. Et puis je tiens à rappeler que l'opération Épervier qu'il a lancée me semble très pertinente, parce que si M. Biya voulait vraiment détruire le pays, comme on l'a dit, il n'aurait pas trouvé la nécessité de créer l'opération Épervier. Il aurait laissé les gens continuer à voler. Il l'a fait. Il a mis un SGPR en prison. Même deux, parce que Marafa aussi est SGPR. Il a mis un Premier ministre en prison. Il a un MINDEF en prison. Il y a M. Abarba, que je connais au CED, parce qu'on était voisins au CED, en prison. Minfi. Donc, qu'est-ce qu'on peut reprocher sur ce plan, tout au moins, au président Paul Biya? Je ne dis pas qu'il a réussi dans tout, mais je dis que parmi les 12 candidats, pour moi, aujourd'hui, en termes d'expérience, en termes de maîtrise, la connaissance géostratégique, géopolitique et internationale, c'est M. Paul Biya qui me semble être le meilleur candidat en 2025. Les hommes politiques d'opposition ayant le plus insulté le président Paul Biya. Mais il ne m'a jamais emprisonné pour ça. Il ne m'a jamais muselé. Tous ceux qui ont suivi mon parcours politique savent très bien que je n'ai pas ménagé le président Paul Biya. Il faut être honnête dans la vie. Oui, je n'ai pas été tendre. Votre prison, c'était pour quelle raison? C'était pour la marche du 26 janvier, parce qu'on estime qu'on avait marché sans déclaration. Voilà. Ça veut dire que vous étiez dans l'illégalité? D'après eux. Est-ce que vous l'avez reconnu? D'après eux, j'ai dit qu'on avait... Vous teniez les discours que vous tenez aujourd'hui. On avait déclaré les manifestations. Or, il se trouve que précisément, nous sommes dans le régime de la déclaration. Bon, les policiers qui ont fait du zèle, il faut bien le dire, ont pensé qu'il fallait encore être sous le régime de l'autorisation. Je rappelle que la preuve, c'est que quand M. Biya, il n'était pas obligé, arrête les poursuites le 5 octobre 2019, il désavoue un peu ces gens qui nous ont arrêtés. C'était des aveux parce que nous étions au tribunal militaire le 8 septembre avec Penda, moi-même, Fouguet et Valsero. On était là. Malheureusement, il y a eu un malaise, on a cru que c'était une crise cardiaque de Penda et Kouka, ce qui a fait qu'il y a eu un report sur 8 octobre. Et bien pendant ce temps-là, le président, dans son humanisme qu'on lui connaît aujourd'hui, a considéré qu'il fallait qu'on les libère. Arrêt de poursuite. Il a donc usé de son droit d'arrêt de poursuite. Et d'ailleurs, pour moi, ça semblait tellement miraculeux que j'ai demandé une messe d'action de grâce à la cathédrale de Bonadibon à Douala.
C'était le seul. Parce que je considère que Ayoub Tabé, qui était un voisin de la cour, en Kondengui, qui a eu à perpétuité 2 semaines avant, moi je me disais, bon, on n'est pas ambazonien, mais au minimum on aurait 20 ans. D'ailleurs, certains colonels s'amusaient parfois à me dire que bienvenue dans cette incarcération de longévité. C'est parti au moins pour 20 ans. Oui, mais on a été quand même surpris de voir que M. Biya arrête la poursuite. Donc, quelque part, bien, j'avais rien fait de mal. Alors qu'il mais était il a obligé. désavoué ces personnes qui nous avaient foutu en tôle. Je ne veux pas rappeler ici la torture qu'on a subie au CED. Et c'est très douloureux. Mais je dis qu'on ne peut pas vivre perpétuellement dans la haine. M. Biya a pardonné, M. Chirouma était en prison pour des suspicions sur le coup d'État de 84. Il a fait intégrer dans le gouvernement. M. Biya a permis à M. Bello Bouba Magari, qui était réfugié à Kano, au Nigeria, de revenir. Et même le nommer PM. Vous vous rendez compte? Il est resté ministre d'État jusqu'à sa sortie du gouvernement. Mais M. Mandela n'a pas tiré sur Frédéric de Klerk, qui était son insulteur en chef, qui était un raciste reconnu. M. Mandela obtient le prix Nobel de la paix et exige qu'on le partage avec Frédéric de Klerk. On ne peut donc pas construire l'avenir du Cameroun dans la haine et dans la vengeance. Les militants, peut-être talibanisés, me demandent de haïr et disent que j'adore mes bourreaux, je suis victime du syndrome de Stockholm, du n'importe quoi. Donc ça veut dire que pour eux, demander la réconciliation, accorder le pardon, c'est être victime d'un syndrome de Stockholm. C'est du n'importe quoi. Je veux dire que M. Aïdjo, qui a été accusé, condamné à mort par contumace, d'avoir été à l'origine du coup d'État de 6 avril 1984, a été inscrit dans la liste des héros nationaux. En 80. Avec les Moumiens, en 91. En 91. Moumiens, Wandier et Oumniobe. Effectivement. Oui, donc M. Biya a pardonné. Mandela a pardonné. Le Mahatma Gandhi a pardonné. Qui suis-je, moi? Je dois suivre l'exemple des héros nationaux qui ont lancé comment dirais-je, les germes de notre construction nationale. Donc, moi je pense qu'il faut arrêter avec la haine. On a besoin de se pardonner, mais de garder nos convictions. Je ne vais pas haïr les policiers, les gendarmes, les militaires, le président, parce qu'on m'a tiré dessus. Oui, ils m'ont tiré dessus. Ils ont commis du zèle, ils ont commis des fautes. Mais c'est du passé. Mais je ne vais pas haïr la police. Il y a des éléments très très rigoureux, très très disciplinés dans la police, comme dans la gendarmerie. Il faut les respecter. Les gens du BI qui sont partis délivrer récemment les jeunes, 4 enfants de la famille Pas seulement les 4. Eh bien voilà, ils sont allés au Nigeria les récupérer. 10 enfants. C'est une autre victoire de M. Paul Biya. Contrairement à ce qu'une certaine opinion nous laissait penser que c'était un lanceur d'alerte qui a collecté des fonds. Qui a collecté. Bon, c'est bien de lancer les alertes, mais dans l'opérationnalité, qu'est-ce qui se passe, hein? Et M. Laurent Fabius est venu au Cameroun en 2015 pour récupérer la famille Moulin-Fermier, qui a été délivrée au Nigeria encore, grâce à la diplomatie de M. Paul Biya. Bakassi, on aurait pu engager une guerre terrible contre les Nigériens. Avec Obasanjo, ils se sont parlé. Et M. Kanto, d'ailleurs, est rentré dans la commission, n'est-ce pas, de Bakassi, n'est-ce pas? Et puis on l'a fait entrer au gouvernement. Et on connaît comment il est entré dans la commission. Et on sait qu'il est contrairement à ce à l'infourni en 92. Effectivement. Malgré ça, le président Paul Biya lui a pardonné. Il a appelé. Donc Jamel est dans la liste, dans la lignée des hommes qui pardonnent, qui veulent la réconciliation nationale. Nous avons des idéaux communs d'unité et pas de division. D'abord, je voudrais, en adressant au peuple, en le regardant droit dans les yeux, que tant que les Camerounais se parlent, il y a toujours des lueurs d'espoir. Il ne faut jamais cesser de se parler. Parce que c'est en rompant le dialogue qu'on prépare les germes d'une guerre larvée, d'une guerre civile. Donc il ne faut jamais cesser de dialoguer. On a besoin de se mettre d'accord. On a besoin de décider ensemble. On a besoin de se connaître pour éviter les travers, pour éviter les relents communautaristes, les relents tribalistes. Il faut que les Camerounais se parlent. Aujourd'hui, il y a par exemple un aspect très important que j'ai l'habitude de célébrer, de magnifier, ce sont les mariages mixtes. Il faut tuer cet ADN un peu frélaté de division et de tribalisme. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique qui produit le plus d'ingénieurs et de savants dans le monde à partir du continent africain. Donc il faut être fier de ça.
Et au président, pour le bien, je veux dire que, bien sûr, il faut que dans ces 7 années qui arrivent, qu'il considère que ce septennat qui arrive, parce que je suis convaincu que vous serez réélu à pas moins de 80%, c'est ma conviction, je peux me tromper, mais je dis que je pense que vous serez élu à pas moins de 80%, parce que ceux qui sont en face de vous le 12 octobre 2025, pour moi, ce sont des fake opposants. Ce sont des gens qui ont mangé, qui ont été nourris et qui ont craché dans la main qui leur a nourri et qui, à mon avis, ne peut pas revendiquer une quelconque authenticité. Entre le cuir et le sky, bon, le vrai cuir et le faux cuir, je choisirai toujours l'original. Et je choisirai toujours l'original à la copie. Le Cameroun, en tant que nation, est un pays qui est gorgé de personnes extrêmement talentueuses, qui regorge de nombreuses ressources minérales, des richesses incalculables. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de renforcer notre aspect industriel, on a besoin de recréer des zones industrielles, des zones franches, etc., etc. Donc je pense que ce septennat-là, et j'espère que vous serez vainqueurs dans une large mesure, sera le septennat de combat pour relever le défi et pour relever la nation camerounaise dans son aspect dialogue, dans son aspect rassemblement, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Camerounais qui ne s'aiment pas. Et vous êtes, de par la Constitution, comment dirais-je, ce cordon qui doit relier, vous êtes le garant de l'unité nationale tout entière. Et vous devez œuvrer avec vos collaborateurs que vous aurez choisis pour que le Cameroun, au sortir de 2032, soit une nation enfin debout et que les enfants apprennent à se parler afin qu'on essaie d'évacuer ce relent de discours haineux, de tribalisme qui a été injecté dans le pays par un certain parti politique. Vous avez donc écouté comment les gens disaient donc que Biya est en vie, il a reçu l'ambassadeur du front. Alors, les Bamilés qui ont mal au cœur, en tout cas, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que ce qui se prépare en quelques jours seulement de la campagne électorale du Biya. Alors, le terreau, j'espère que tu as vu cette vidéo. On se dit à la prochaine à Salade. Mais n'oubliez surtout pas que Rap Chocolat Fleur TV est partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Et cette église médiatique fait dans le sale. La politique, la musique, vous connaissez. On se dit à la prochaine à la Bista Baby. Bisous là-bas les gars. Bon.